C'est pour ça qu'on dit Homo sapiens sapiens. Ok? Bien. Maintenant, si tu dis, moi, je dis que ce premier Homo sapiens sapiens est né en Afrique, mais il n'était pas noir. Ça peut se faire, hein? Quelqu'un peut dire, oh oui, mais c'était des berbères. Hein? Bien. Il y a un élément qui permet de ne pas le dire. C'est quoi? C'est que aucun fossile n'est autre chose qu'un être humain vivant qui est mort. D'accord? Et cet être humain ne pouvait pas vivre là où on a trouvé le fossile. C'est-à-dire la zone qui va de la pointe du cap de Bonne-Espérance jusqu'aux confins du Soudan, en passant par la vallée de l'Omo, le bassin du Congo, c'est là où l'homme est né. Anatomiquement moderne, j'entends. D'accord? S'il n'a pas la mélanine, c'est-à-dire s'il n'a pas la mélanine, il ne peut pas survivre même 10 minutes. Parce que la mélanine est une protection naturelle. Comme si la nature avait déterminé la survie des espèces produites. N'est-ce pas? Comme si la nature... Alors, en raisonnement, nous appelons ça la téléologie. C'est-à-dire, la nature ne fait rien en dehors d'une finalité. Téléologie. La nature est naturellement téléologique. C'est-à-dire que la nature produit des êtres et garantit leur survie en même temps qu'elle le produit. Et cette survie ne peut être garantie que par l'existence dans les couches inférieures de la peau de ce qu'on appelle des mélanocytes, c'est-à-dire des couches qui contiennent des grains de mélanine et qui sont responsables de la noirceur de la peau. Les blancs aussi ont une mélanine. Les plantes ont une mélanine. Mais les blancs n'ont pas le mélanine avec EU. Parce que le mélanine, c'est un corps chimique qui est dans les mélanocytes et qui sécrète des graines de mélanine. Et qui fait qu'il y a noirceur de la peau. Mais la peau n'est pas noire par hasard. La peau est noire parce que seule une peau sombre et noire peut réfléchir la lumière. Notamment les rayons ultraviolets du soleil. En d'autres termes, l'élément déterminant qui nous permet de dire que les premiers hommes ne peuvent pas avoir été à peau claire et blanche, c'est que ces premiers hommes, si le lieu de leur naissance n'est pas une zone tempérée ou froide de la planète, mais une zone tropicale et subtropicale, ils sont nécessairement pigmentés et noirs. C'est le premier point. Ça, c'est même pas moi qui invente. Ça, c'est la science, c'est une donnée scientifique incontournable. Quiconque a fait de la biologie animale et humaine s'écartera difficilement de ces conclusions que je viens de dire. Ça, c'est le premier. Aucun savant normalement constitué ne peut dire que lui, il dit que les premiers hommes étaient clairs parce qu'il a décidé qu'il faut qu'ils soient clairs, non? On va te dire, mais comment? Tu as décidé, mais qu'est-ce que tu fais alors? Des données biochimiques et tout ça. Tu fais comment? Tu as appris même ta science. Voilà pourquoi nos tests sont indestructibles. La deuxième chose que nous affirmons et que personne ne peut dire ou démentir, dire le contraire, c'est que si tu es croyant et que tu dis que ton texte sacré, qu'il s'agisse de la Bible hébraïque, des évangiles canoniques ou synoptiques, ou du Coran, dit que ton Dieu à toi là, il a fait l'homme, il a produit l'homme à sa propre image. Tu es obligé de conclure que ton Dieu a l'image de l'homme qu'il a produit, donc il était noir.
c'est même un raisonnement logique. C'est-à-dire qu'en logique, il y a les syllogismes, mais il y a aussi le raisonnement hypothético-déductif. C'est-à-dire que si tu ne fais pas ça, c'est que quand tu dis qu'il est à l'image de son Dieu, de son créateur, ça veut dire qu'un créateur blanc peut avoir créé un noir qui est à son image. Tu vois, c'est même une absurdité logique. Donc nous disons que c'est absurde. À moins qu'ils disent non, on s'est trompé. En fait, il n'a pas créé l'homme à son image. Ça, c'est autre chose. Mais si vous maintenez ça, vous êtes obligé de dire que dans ce cas, le Dieu lui-même doit être à l'image de celui qu'il a créé. Ça, c'est logique. Hein? C'est de la logique. Bon, bien sûr, les athées vont dire c'est pas Dieu, en fait, c'est la nature. D'autres vont dire tout ce qu'ils veulent. Bon, alors moi, pour mettre tout le monde d'accord, athée ou pas, je dis que l'être humain, le premier être humain, a été créé noir par une projection téléologique de la nature. La nature lui a donné une protection, qui est l'écran de mélanine protecteur, pour garantir sa survie et la reproduction de l'espèce, qui n'a pas compris. C'est ça. Que tu sois athée ou pas, tu dois aboutir à ma conclusion. C'est ça que je veux dire, pour qu'on soit clair. Bien. La troisième chose que je dis, c'est ceci. Et ça, c'est très important, il faut le noter. Sinon, vous ne pouvez pas comprendre la conférence d'aujourd'hui. C'est que si l'homme est né anatomiquement moderne, à partir de 200 000, l'homme a dû se concilier les forces de la nature, là où il est né. C'est ça qu'on appelle des rites. Les rites. Les rites ne sont pas faits juste pour s'amuser. Les rites sont des actes efficaces de relation du monde visible et invisible afin de se concilier les forces du cosmos. Sinon, il n'y aurait pas de rite. Les gens parlent de rites en l'air comme ça, qu'il y a les rites chrétiens, les rites musulmans. Mais comment? Tu crois que les rites viennent comme ça? Non. Ensuite, il ne suffit pas d'avoir des rites. Il faut que la nature ne nous soit pas hostile, que la nature ne nous détruise pas, que quand il y a de la foudre, quand il y a des tremblements de terre, des secousses sismiques, pour parler techniquement, quand il y a ces choses-là, il faut que nous puissions garantir que la nature nous est favorable. Et pour le faire, nous rendons des cultes. C'est la deuxième chose. Est-ce que vous comprenez? Bien. Mais la chose la plus fondamentale, ce n'est pas la liturgie, ça dit les rites et les cultes. Non. La chose la plus fondamentale, c'est quelle conception ou quelle représentation nous nous faisons du Créateur. Et par-delà le Créateur, comment le Créateur a fait pour mettre ces créatures dans le cosmos. Et si ces créatures, il les a mis dans le cosmos par de multiples procédés, comment a-t-il procédé pour faire la distribution des êtres créés? Depuis le monde divin, le monde animal, j'entends pas animal, tous les êtres qui sont animés par le souffle de vie. C'est-à-dire les êtres qui se déplacent ou qui sont un souffle de vie, par opposition aux pierres et autres. Mais j'irai plus loin. Comment a-t-il fait pour créer le règne animal, le règne minéral?
Mais avant le règne minéral, le règne végétal. Comment? Quels sont les procédés? Il faut comprendre ça, c'est très important parce que sinon vous n'allez pas saisir mon séminaire. Hein? Tout le monde a compris? Bien. Parce qu'il faut les définitions de chaque terme pour qu'on sache de quoi on parle, qu'on se mette d'accord sur nos points de désaccord. Si par exemple on commence à polémiquer, qu'on sache, lui il a défini comment, il est de quelle école, comment a-t-il fait. Ça s'appelle un glossaire technique. Il faut un glossaire, sinon ce n'est pas une démarche scientifique. N'est-ce pas? Bien. Cela veut dire ceci. Avant qu'il y ait des rites et avant qu'il y ait des cultes, il y a d'abord une cosmogonie, c'est-à-dire comment la jeunesse du cosmos s'est faite. Et il y a une théogonie, c'est-à-dire comment Dieu lui-même est advenu. C'est-à-dire ce que nous appelons Dieu faute de mieux. Et nous verrons que c'est même une notion très confuse. Dieu là que tu vois là, c'est très confus. On dit ça comme ça, c'est conventionnel, mais tout le monde ne met pas la même chose derrière ce mot. D'abord, ce n'est pas notre langue. Ce n'est pas notre mot. Cela donc nous amène à dire les langues que nous habitons là. Comment ces langues parlent de Dieu? En dehors des langues européennes. Tant il est vrai que traduire, c'est trahir. Traduire, c'est trahir. Mais il y a plusieurs degrés de trahison. Par exemple, si tu trahis entre l'italien, c'est-à-dire le latin d'Italie actuelle, et le français, et les langues romanes qui sont des formes du latin. Enfin, depuis le roumain jusqu'au français actuel, et tout ça c'est les mêmes groupes. Si tu traduis tu trahis, c'est moins grave. Mais si tu trahis entre le latin et le chinois, c'est grave. Parce que les Chinois vont te dire, oh non, non, tu as fait un contresens. Parce que ce n'est pas ce que Confucius a voulu dire. Ce n'est pas ce que Lao Tse a voulu dire. Ce n'est pas ceci, cela. Il n'y a que nous les Africains qui ne disons jamais, ce n'est pas ce que nos ancêtres ont voulu dire. Parce qu'en fait, nous n'existons et n'habitons que la langue des autres. Voilà le problème de l'Afrique. Voilà pourquoi il ne peut pas y avoir de science en Afrique sans une décolonisation linguistique des concepts. Déconstruction des concepts. Est-ce que vous suivez? Bon, alors moi, voilà ce que je dis. Ces premiers hommes que la nature a projetés de manière téléologique pour perpétuer l'espèce ont existé de 200 000 ans à 80 000 ans avant de sortir d'Afrique. Donc ils ont fait 120 000 ans en Afrique. Or, il est impossible de survivre métaphysiquement parlant sans des rites, sans des cultes et sans une vision du monde que les Allemands appellent Weltanschauung. C'est une vision du monde. Qui n'a pas compris ça? C'est impossible. Aucun peuple ne peut survivre uniquement en mangeant, en chassant et en faisant l'amour. À un moment donné, tu es obligé de te concilier les forces de la nature dans laquelle tu vis. Tu es obligé, sinon tu ne peux pas. C'est pas possible. C'est la différence entre ce qu'on appelle la nature naturante et la nature naturelle. La nature naturante, c'est la nature globale, tout l'environnement, même l'environnement psychique. Ce qu'on appelle le mental. Les représentations mentales, qui en fait commandent le physique. En fait, c'est là où justement, ils peuvent tricher en disant que les Égyptiens étaient des blancs à peau sombre. D'accord? Mais leur mental est négro-africain. Ça, on ne peut pas tricher. Comment vous avez dit qu'il n'est pas le même mental que leurs autres cousins le Coder? Bon, je fais dire. Mental. Donc quand Bob Marley dit Emancipate your slave from mental slavery.
il ne dit pas seulement un esclavage de subordination intellectuelle. Il veut dire que tu es incapable maintenant de penser en dehors des prêts à penser. Comment on dit prêt à porter? Tu vois, nous les nègres, là, on a les prêts à penser. Regarde le nègre. Son réflexe, quand il arrive devant les gens, c'est pour montrer qu'il est bien cultivé. Ce qui, d'ailleurs, est une manière de confondre culture et lobotomisation. La culture, ce n'est pas la lobotomisation. Il dit, oui, Hegel a dit que. Kant, le grand Kant a dit que. Descartes a dit que. Platon a dit que. S'il est en économie, oh là là, Ricardo a dit que. Adam Smith a dit que. Karl Marx a dit que. Tu l'attrapes comme ça, tu dis, hé, Karl Marx a dit ça où? Il dit dans le Capital. T'as pas lu? Parce que quand il dit t'as pas lu, tout de suite, il met un complexe de supériorité parce qu'il croit que le fait d'avoir lu quelque chose suffit pour avoir une pensée. Mais ce qu'il oublie, c'est qu'il ne pense pas, il est lui-même pensé. Tu vois, c'est ça qui est important. C'est-à-dire que c'est pourquoi ils attaquent Diop. Ils attaquent Diop parce qu'avec Diop, on a mis dans la partie sombre de la maison le prêt à penser. On a commencé à penser. On a commencé à penser que penser même c'est possible. Parce qu'avant on ne pensait pas, puisque directement on dit que celui-ci a dit que, celui-ci a dit que. Maintenant tu lui dis, et toi le nègre là, qui a le doctorat, toi doctorat, toi tu penses quoi de ce que Hegel a dit? Là il te dit, oh là, Hegel c'est le maître absolu. Qu'est-ce que moi je peux dire après Hegel? Tu vois? Mais on t'a donné ton cerveau pourquoi? On t'a donné ton cerveau pour Hegel. Hegel a son cerveau, il en a fait usage. Pourquoi toi tu dis toujours que c'est les autres qui doivent penser pour toi? C'est ça le nègre. Intellectuel nègre. C'est-à-dire moins de 5% des Africains. 95% des Africains sont capables, même s'ils n'ont pas reçu de formation dans un cercle qui partent du paradigme kémite. D'accord? Ils sont capables quand même d'utiliser leurs ancêtres, leur langue et tout ça. Alors comment nous les appelons cela? Des analphabètes. Mais dites-le, vous êtes là, on dirait que vous dormez, alors que c'est le jour du Seigneur. Comment on les appelle? Des analphabètes, c'est comme ça qu'on les appelle au pays. J'ai dit les analphabètes. Tu sais, des fois ils disent même que ma mère, vous savez ma mère, c'est une brave africaine, hein? Mais même si elle était analphabète, oh là là, tu vois, tu appelles ta maman analphabète. Or, tu sais très bien que c'est ta maman qui t'a donné la culture. Mais comme le blanc a diabolisé la culture de chez toi, tu dis maintenant que ta propre maman est analphabète. Bon, maintenant, moi, je vais te donner une définition de l'analphabétisme qui vaut pour toutes les races. C'est celle-ci. Est analphabète quiconque est en incapacité manifeste. Je dis en incapacité manifeste de penser et de produire du savoir dans sa propre langue. C'est ça un analphabète. Donc, si vous prenez cette définition, que personne ne peut réfuter, même les locodères ne peuvent pas réfuter ça, sauf les nègres qui disent n'importe quoi. Donc, oui, les nègres qui sont incapables de penser. Eux, ils vont dire, oui, mais ta définition, il y a quelque chose qui nous gêne dedans. C'est que tu as dit qu'il faut penser dans sa propre langue. Or, moi, ma langue, c'est une langue vernaculaire. Ça veut dire quoi, vernaculaire même? Ça veut rien dire. Ça veut dire même qu'il est doublement analphabète. En disant même vernaculaire. Bon, ensuite, il dit mon dialecte. Ensuite, il dit mon patois. Oubliant que le mot dialecte a un sens en linguistique. C'est pas n'importe quoi. Le français, c'est un dialecte du latin. Le français. D'accord? Mais les Français ont fait du français
une langue nationale à partir d'une nation. Merci ma soeur. Vous voyez, il y a quand même des soeurs qui prennent soin de moi. Bien sûr. Donc, une chose qui est capitale, mes frères, c'est que le français veut qu'on l'imite. Mais il inverse le sens des concepts quand il s'agit de nous. Vous comprenez? Un Français ne peut jamais dire qu'il existe une littérature française d'expression arabe. Jamais! Si vous entendez un Français dire ça, appelez-moi. Parce que nous allons appeler immédiatement le psychiatre. Un Français ne peut pas dire ça, jamais. Vous n'entendrez jamais un Français dire qu'il existe une littérature française d'expression chinoise. Vous n'entendrez même pas dire qu'il existe une littérature française d'expression anglaise. Jamais. Un auteur français peut produire une littérature française. Mais s'il produit une littérature française, c'est en français. Il peut utiliser des mots anglais, qu'on appelle des anglicismes. Mais il ne peut pas prendre l'anglais en disant c'est une littérature française. Les nègres sur la terre sont les seuls êtres humains qui, sans rire, disent qu'ils ont une littérature africaine d'expression française. Sans rire. Ils sont les seuls à dire qu'ils ont une littérature africaine d'expression anglaise. D'expression espagnole. D'expression portugaise. Vous comprenez? C'est les seuls. Et quand tu vas à la FNAC, même les Antillais, qui sont en fait des descendants d'Africains, ils le savent. Ils sont français. Mais on ne les classe jamais dans la littérature française. Regardez bien la France, jamais. On les classe toujours dans la littérature francophone de la Caraïbe. Vous comprenez? Si vous ne voyez pas ces détails, moi je vous dis, vous allez vérifier. Oui. À la FNAC, partout. Même à la Bibliothèque nationale. On ne met jamais littérature française pour dire Césaire. Jamais. Non, je ne juge pas si c'est mieux ou non. Moi, je constate. Parce que quand vous faites de la recherche, il faut établir des constats. Parce que les constats, c'est de l'ordre du diagnostic implacable et froid. Si quelqu'un dit qu'il conteste les constats évidents pour tous, d'accord? Il se met en dehors de la science. C'est-à-dire notre objectif n'est pas, on ne lève pas la main pour l'instant. On va lever la main après, quand il y aura les commentaires. Merci, monsieur. De connaître les règles et les choses. Bien. Donc, ce que je dis est que je ne suis pas en train de vous dire que ce que je dis là, nous devons être tous d'accord. Vous savez pourquoi on est là? On est là pour être d'accord sur nos points de désaccord. On n'est pas là pour être d'accord. Parce que si on est tous d'accord, ça veut dire que c'est l'unanimisme et la pensée unique. Mais comme nous sommes le seul peuple qui n'est jamais d'accord sur rien, hein, et qui est en désaccord sur tout, retenez bien cette information. Nous sommes le seul peuple qui n'est jamais d'accord sur rien et qui est en désaccord sur tout. D'accord? Nous avons un petit espoir. C'est de faire en sorte que toute l'Afrique comprenne pourquoi nous avons des désaccords. Et surtout, qui a créé ces désaccords. Vous comprenez? Ça, si on fait ça, ça s'appelle la clarification de la pensée. Il faut clarifier la pensée. On ne peut pas penser comme ça sans clarifier. Hein? Toi, tu dis une chose. Si je te suis maintenant, tu vas dire que tu es disciple d'Heidegger. L'autre va dire, non, moi je ne suis pas disciple d'Heidegger, moi je suis disciple de Kant. L'autre va dire ceci. Donc ces histoires-là vont faire qu'on ne va jamais être d'accord. Mais si on fait le diagnostic lucide, là on est obligé d'être d'accord. Et le diagnostic a ceci de particulier dans une procédure curative. C'est-à-dire une procédure qui a pour but de guérir.
les névroses. Que lorsque tu fais un bon diagnostic, tu peux avoir les bons remèdes. Lorsque tu fais un faux diagnostic, tu auras des faux remèdes. Donc les Occidentaux ont des laboratoires à idéologie où des nègres travaillent avec eux, sous la direction des africanistes. J'appelle africanistes les chercheurs occidentaux, c'est-à-dire les idéologues occidentaux qui se sont autoproclamés spécialistes. Voilà, c'est une discussion sans polémique. Voilà, comme ça je les considère. D'accord? Bon, donc, si vous êtes d'accord sur ce point, nous allons donc introduire de manière subtile notre sujet. Ce que je viens de faire, ça s'appelle les préliminaires. Les préliminaires, il faut faire les préliminaires. Hein? Même en amour, il faut les préliminaires. Si tu sautes directement, c'est pas bon. Il faut les préliminaires, il faut prendre des précautions, tout ça, parce que c'est le principe du plaisir. Tu ne peux pas directement sauter comme ça. Bon, donc, je dis ceci. Si les premiers Africains entrent en Asie à partir de moins 80 000, et si je dis qu'ils ne sont pas entrés en Asie les mains vides, sinon ils n'auraient pas apporté avec eux des industries préhistoriques africaines que nous trouvons dans la péninsule de l'Inde, les peuples d'Andaman, que nous trouvons en suivant les Noirs qui se sont adaptés en Mongolie. Et leurs yeux sont devenus comme ça, bridés. Et tout ça, qu'on appelle les négritos, que vous trouvez dans les montagnes des Philippines. Que ceux qui sont partis vers l'Inde, qu'on appelle les Dravidiens, ou les proto-Dravidiens, dont les descendants sont les Tamouls, qui sont en train de créer des entreprises dans la gare du Nord, pendant que nous on dort. Enfin, on ne dort pas, puisqu'on est en train de discuter. Donc, de toute façon, on ne fait que ça. Sinon, on va danser. Ou alors, on va prier. Parce que quand je venais ce matin-là, il y avait plein de nègres qui étaient habillés comme des dieux. Et ils avaient tous leur Bible. Quelle discipline. C'est magnifique. Je vais leur arracher tout ça. Ça, c'est mon travail. J'ai une mission. Oui, moi, je l'ai. Il ne faut plus jamais prendre cette truc-là. Bon, donc, ce que je dis, c'est ceci. Il faut bien prendre ce qu'on. Les Noirs auxquels je m'adresse, ce ne sont pas les Noirs irrécupérables. Par exemple, je suis un médecin urgentiste. J'arrive sur le terrain d'un accident grave. Je vois des victimes allongées sans vie. Si, ça dit sans vie, cliniquement mort. Si je me mets à me baisser pour prendre le pouls, tout ça, et tout ça, c'est que moi-même je suis mentalement mort. Tu comprends? Donc il y a toute une génération d'Africains. C'est pas la peine. J'ai pas le temps. Parce que vous savez, la vie, c'est une course contre la montre permanente. Pour former un chercheur, il faut 30 ans. Hein? Si déjà, le temps de ta formation, tu as 30 ans, et qu'à 53 ans, tu t'occupes encore des nègres cliniquement comateux, tu ne vas jamais s'en sortir. Donc moi, j'aime beaucoup nos parents, ma maman, tout ça. Mais c'est pas la peine. Donc quand j'arrive à la maison, il y a le Jésus blanc, tout ça. Bon, mais comme on doit aussi avoir des relations sociales, puisque notre maman, c'est quand même la maman. Bon, je dis que je ne prie pas ce Jésus-là. On dit, oui, mais mon fils, c'est pourtant lui qui te protège. Je dis, le fait qu'on dise qu'il me protège, ça veut dire que je suis en perdition. Ma maman dit, tu es dur. Quand je t'ai mis au monde, tu n'étais pas comme ça. Tout ça, j'ai dit, maman, je suis devenu dur à cause des épreuves imposées par le système que tu défends.
Elle dit, bon chérie, on ne parle plus de Jésus. 2 minutes après, il recommence à prier. Je dis, mais je m'en fous de vos histoires. Moi, je ne connais pas Jésus. Je m'en fous. C'est clair. Et aucun de mes enfants ne suivra cette voie. Tant que j'aurai une maîtrise sur ma famille. Voilà. Alors, qu'est-ce qui fait que nous aimons nos parents? Nous aimons nos parents parce qu'ils ont fait ces choix en pensant que c'est la seule manière de nous protéger contre le système violent. C'est tout. C'est pour ça que nous aimons. Ils nous ont protégés, nos parents. Ma mère a dit, si je t'avais appelé Djarouti Messou, au lieu de dire Jean-Charles, tu n'aurais même pas été baptisé. Et on serait venu dire que je suis sorcière. Tout ça là. Tu comprends? Bon, donc, non maman, tout ça là, je suis même le meilleur avocat. Puisque je dis que je ne m'occupe pas de ça. Bon, ensuite, il y a une deuxième catégorie. Bon, je m'en occupe s'ils essayent de me mettre des bâtons dans le dos. Là, je vais leur montrer que non, ils ont en face un Kemetic warrior. Que ce n'est pas un petit nègre doudouiste. Ok? Donc, je peux leur parler comme ça. Bon, deuxièmement, il existe une deuxième catégorie de victimes nègres. C'est les blessés graves. Mais vous savez que chacun a le droit de dire à partir de quel seuil c'est grave. C'est le cas de ceux que j'appelle les nègres leucodernisés. Les nègres leucodernisés. C'est-à-dire, tous ces nègres-là qui disent que l'idéal pour eux, c'est de dormir dans le lit de la femme du blanc. Tu vois, il la caresse. Oh, ma blonde, ma nana, c'était malade. Malade. Deuxièmement, ces nègres, ils veulent prendre leur bain dans la baignoire du blanc. Si on leur donne même une baignoire meilleure, ils vont dire non, c'est la blanc, là, du blanc. Là, on ne pas blanc. Ils veulent manger à la table du blanc. Tu vois, tu as un gros morceau là. Au lieu de prendre le morceau, manger, dévorer comme ça, tu prends des couteaux, tu coupes jusqu'à devenir fou. C'est ça que j'appelle les réflexes de leucodernisation. Tu comprends, non? Bien. De la même façon, ce sont des gens qui, une fois à la table du blanc, vont singer le blanc jusqu'à dire qu'ils sont plus blancs que blancs. Ah, là, c'est là où le blanc s'énerve. Mais comment? Tu oublies qui tu es. Tu oublies d'où tu sors. Esclave. Négro. Bon, il y a les termes là. Et là, ils vont dire maintenant, je suis révolté contre le blanc. Ce qu'ils viennent me dire là. Parce que dans leur tête, ils ont fait comme s'ils n'étaient pas négros. Ils savent même plus qui ils sont. Tu vois? Mais le blanc sait qui il est. Même quand le blanc vient te voir, il veut négocier avec toi. Il dit, monsieur, oh, vous avez beaucoup de diplômes. Oh, qu'est-ce que vous êtes exceptionnel. Comme noir, vraiment, ça ne se fait pas. Il n'y a pas mieux que vous. Et toi, tu crois ça. Mais une fois que le blanc a fait l'âne pour avoir le foin, une fois qu'il a le foin, tu vois qui est le blanc. Il enlève le masque, il dit, viens négro, à genoux. C'est comme ça qu'il faut tous les nègres. C'est ça qu'il faut le faire. Tu comprends? Donc, à ce moment-là, les nègres deviennent des révoltés. C'est-à-dire, quand il y a le rejet du blanc, là, il devient révolté. Mais il y a une chose fondamentale. C'est qu'il est révolté épidermiquement parlant. Hein? C'est un écorché vif. Mais dans le fond, il est pour le système. Et si on le mettait à la place du blanc, il exploiterait son frère de la même manière, avec le même système. Voilà le problème. Il n'a pas compris. Donc, je définis. Par nègre leucodernisé, j'entends. Tout individu noir qui, après avoir voulu s'assimiler au blanc, a expérimenté l'échec de la notion d'assimilation comme telle et en a fait un outil de révolte et de revendication dont le but est d'épargner le système et de donner l'impression qu'il est contre les blancs.
il est même plus dangereux qu'un nègre qui n'a pas de conscience. Celui-là, il ne faut même pas qu'il soit dans le groupe. Il est plus dangereux qu'un nègre qui n'a aucune conscience. Est-ce que vous me suivez? Qui n'a pas suivi? Tout le monde a suivi. Donc, ce nègre, si on lui donne le pouvoir, vous allez voir sa capacité de nuisance, malgré sa révolte supposée. Et quand il a la possibilité d'exercer sur un noir ce que le blanc a l'habitude de faire à son peuple, à ce moment-là, il n'est plus un nègre nécodernisé, il devient un nègre négrophobe. Qui n'a pas compris? Tout le monde a compris? Bien! Alors aujourd'hui, je veux expliquer comment on devient un nègre négrophobe. Tout en prétendant qu'on se bat pour une humanité fraternelle, une humanité renouvelée, meilleure. Et ils ont 3 mots. Le premier, c'est frère de lumière. Ça dit tous les êtres humains, même celui qui tue mon peuple, c'est mon frère de lumière. Le deuxième mot, c'est l'humanisme spiritiste. Ça veut dire que spirituellement, je reconnais comme humain quiconque se prétend être de mon cénacle maçonnique, mais qui tue mes frères. Et le troisième mot, c'est que ils ne reconnaissent pas le Bénin. Non, quand tu es frère de lumière, tu es humain, humaniste, le Bénin n'existe plus. Tu es quoi? Tu es citoyen du village planétaire. Tu es citoyen du village planétaire. Tu vas maintenant en Finlande. Hein? Bon, tu te prends une belle coderme finlandais. Ok? Tu fais des enfants à qui tu vas inculquer qui sont de nulle part. Mais en fait, les enfants, leur maman va leur montrer qu'ils sont finlandais. Mais toi, tu dis que ils sont de nulle part parce que toi, tu n'es de nulle part. Mais leur maman, chaque jour, dit, métis là, c'est des mots. Chez nous là, si tu n'es pas finlandais, tu ne seras jamais accepté, même métis. Il n'y a pas de place pour les métis chez nous. Si tu vas chez les Noirs et tu dis que tu es finlandais, ils vont te rejeter. Mais si papa est ici là, dans le système capitaliste là avec nous là, c'est maman qui domine. Parce que c'est le système dominant qui impose ses codes et ses repères. C'est pas parce que toi tu es un nègre dans une maison, tu dis que ton enfant est béninois. Mais l'enfant, il est formé contre le Bénin. D'abord pour le blanc, le Bénin, tout ça là, c'est rien du tout, c'est des colonies. Même décolonisées. Tu n'as pas compris. Bon, maintenant je vais être très sérieux avec vous. Hein, parce que jusque là, j'ai fait les préliminaires. Alors, j'ai intitulé le séminaire. Le titre n'est pas important, ce qui est important, c'est le contenu. J'ai intitulé la manipulation mentale, au sens où nous avons parlé du mental qui commande l'être. Des élites, j'ai mis élite en guillemets, des intellectuels et politiques africains, par la franc-maçonnerie, mais dans les faits, je n'ai pas pris toute la franc-maçonnerie. J'ai pris 3 obédiences. La première, c'est l'obédience dominante aux États-Unis. Parce qu'il fallait prendre un échantillon. Hein? Je ne pourrais pas aussi entrer dans les détails. J'ai pris la Grande Loge nationale française. Et j'ai pris le Grand Orient de France. Et j'ai pris à côté l'Opus Dei. Mais j'ai insinué qu'il existe, contrairement au discours officiel,
un pacte secret entre l'Opus Dei et la franc-maçonnerie, toutes tendances confondues. Et que ce pacte a été conclu pour anéantir, annihiler, détruire les confréries traditionnelles de l'Afrique, que j'appelle aussi les confréries traditionnelles de la Maat. Là aussi, pour ne pas entrer dans les sous-confréries, j'ai pris les confréries fédérées ou confédérées. J'ai été donc amené à prendre la confrérie des dompteurs de léopards, qui va de l'Afrique du Sud jusqu'en Égypte. Ensuite, j'ai pris la confrérie des dompteurs de lions, qui va de l'Afrique centrale jusqu'en Éthiopie. C'est pour ça que vous voyez Ménélique II avec des lions. Qu'il dompte. Et ensuite, j'ai pris la confrérie des dompteurs d'éléphants. Bon, ils sont aux yeux que ces confréries, je les ai choisies en mettant des animaux en avant. Mais comme vous le savez, il existe 42 classes d'animaux royaux dans la vision totémique. 42 classes. 42 quoi, animaux sacrés, royaux. Donc si vous prenez le cobra, c'est un animal royal dans l'ordre des reptiles, dans la classe des reptiles. Si vous prenez le faucon, c'est un animal royal dans la classe des oiseaux prédateurs. Mais ainsi de suite. Toutes les classes d'animaux sont représentées. Les classes d'animaux sont représentées. Mais ce qui importe, ce n'est pas les animaux. Parce que les animaux sont des créatures du même créateur que nous. Et une connaissance approfondie de la nature humaine montre que nous appartenons au règne animal, en dehors de nos prétentions à la divinité, qui n'engage que nous-mêmes, que tu vois là. C'est clair. Mais nous avons aussi du minéral en nous. C'est parce qu'on ne connaît pas bien comment nous sommes constitués. Nous avons du végétal en nous. Du végétal en nous. Sinon, on ne pourrait pas manger tout ce que nous mangeons là. Par exemple, les glucides, ça répond à une fonction. Les lipides. Et tout ce que nous mangeons même, ça prouve que nous avons tout en nous. C'est pour les aliments bâtisseurs. C'est très sérieux. Très sérieux. Mais, ce qui est important, c'est ceci. Pour commencer, c'est que je propose dans le prologue l'identification des réseaux mondialistes. Les mécanismes de la gouvernance mondiale et les objectifs du nouvel ordre mondial. Je répète, pour que tout le monde comprenne. L'identification des réseaux mondialistes. Les mécanismes de la gouvernance mondiale. Parce que quand les Français, certaines mesures sont prises dans le monde agricole et que les paysans prennent leurs tracteurs pour venir à Paris, on dit que ça ne dépend pas du gouvernement français, mais que le gouvernement français a été obligé de suivre ce qu'a dit Bruxelles.
Mais c'est pas normal, on a élu Hollande pour que le gouvernement français décide pour la France. Pourquoi? On dit que c'est Bruxelles qui impose. Pourquoi? Mais si tu vas loin maintenant, on va dire qu'il y a aussi des gens qui ont imposé à Bruxelles. Et que ceux qui ont imposé à Bruxelles, il y a des gens qui en fait décident qu'il faut imposer. Donc il y a un problème, puisque on ne sait pas qui sont ces gens. Je vais vous dire pour la première fois qui sont ces gens. De façon très claire, ici à Paris. Bon, ensuite, je dis que la gouvernance mondiale existe et transcende les gouvernements nationaux. Je n'ai pas dit le gouvernement mondial, j'ai dit la gouvernance. Je donne une preuve irréfutable. C'est que quand il y a une crise en Côte d'Ivoire, la loi ivoirienne prévoit que le Conseil constitutionnel tranche en dernier ressort. Mais il existe une force qui va utiliser le droit de la force contre la force du droit prononcée par le Conseil constitutionnel ivoirien. Cette force a un représentant qui s'appelle M. Choi, et M. Choi obéit à M. Ban Ki-moon. Et M. Ban Ki-moon obéit à des gens qu'on ne sait pas. Et que je vais dire aujourd'hui. On ne sait pas qui dit à M. Ban Ki-moon fais ça, fais ça, fais ça. Alors, pour avoir un indice de qui dit, à un moment donné, les gens qui sont dans l'Organisation des Nations Unies, ils ont dit qu'il ne faut pas attaquer l'Irak. Parce qu'il n'y a aucune preuve qu'il y a des armes de destruction massive. Aucune preuve. Et ceux-là même qui utilisent cette machine qu'est l'ONU pour imposer à la Côte d'Ivoire le président qui souhaite, les mêmes gens disent qu'ils s'affranchissent de la décision de l'ONU et qu'ils vont attaquer l'Irak sans l'ONU. Et il existe des mécanismes de sanctions au sein de l'ONU. Mais ces mécanismes de sanctions ne touchent jamais ces gens. Et qui n'a pas compris? Si quelqu'un peut dire que je mens, est-ce que moi je vais continuer à faire des conférences? Jamais. J'ai trop de dignité. Nous sommes les enfants de Béhanzin. On ne parle pas en l'air. Voilà. Pourquoi je ne dis pas ce que je viens de dire devant vous là? On ne m'amène jamais à la télé. Parce que si tu dis ça, ton contradicteur se tait. S'il ne se tait pas, à ce moment-là, au lieu de lui envoyer des missiles solaires, tu lui envoies maintenant des drones pulvérisateurs. Et il est discrédité en public. Donc c'est pour ça qu'on ne nous invite pas. Moi j'ai déjà dit, vous savez, moi je suis un pauvre type qui n'a rien à faire. Amenez Henri Lévy, Glucksmann, tous vos gens. Oui, tout ce que vous voulez. Et mettez-moi, je demande seulement 4 minutes. Et donnez-leur la parole tout le temps. Moi, je demande 4 minutes. Si à l'issue de ces 4 minutes, ce monsieur sort avec une réputation de crédibilité, ne me saluez plus jamais. Je le détruis totalement. C'est pour ça qu'on ne m'invite pas. Puisque je n'ai rien à perdre. Je ne prends pas leur argent. Je survis dans la jungle. En fou. Ce qui m'importe, c'est que les nègres ouvrent les yeux. C'est tout, c'est pour ça que je suis né. Si je trahis, je serais même très malheureux. Bon, donc, ce que j'ai dit, c'est ceci. Il faut bien qu'on se... Lorsque nous parlons de gouvernance mondiale, nous voulons dire que il existe plusieurs pouvoirs, contrairement à ce que nous parlons. Il existe un pouvoir judiciaire. D'accord? Il existe un pouvoir financier à l'usage des oligarques, l'oligarchie financière. Il existe un pouvoir médiatique.
dont dépend l'information et la communication. Il existe un pouvoir intellectuel, c'est-à-dire des lobbies intellectuels qui existent et qu'on appelle des think tanks. Hein? Think tank. Il existe un pouvoir spirituel. D'accord? Je vais vous montrer ce soir que tous ces pouvoirs participent de la gouvernance mondiale. Et puis il existe maintenant le nouvel ordre mondial, qui dans les faits produit un désordre mondial, mais qui n'en est pas moins un nouvel ordre mondial. Et ceux qui ont rédigé le discours de Bush, où il a parlé du nouvel ordre mondial, c'est un groupe de 5 universitaires sionistes aux États-Unis. Et ils ont dit, tu lis ça. Et Bush père a lu ça. Bon, je peux rentrer dans la famille de Bush pour vous montrer le pacte qui liait l'ancêtre de Bush avec Hitler. Avec une photo où l'ancêtre de Bush est en train de dire à Hitler, nous sommes à ta disposition. Mais officiellement, on dit qu'ils combattent le nazisme. Vous comprenez? Mais ça, c'est à l'usage des nègres. Hein? Le modernisé qu'on dit ça. On ne peut pas nous dire ça, non? Bon, donc, le problème que je pose au niveau de prologue, c'est ce qui est en toile de fond, c'est l'identification de toutes les forces qui mènent contre les peuples qui aspirent à la souveraineté. Une guerre non déclarée. Voilà ce que je veux dire. C'est ça qui est en toile de fond dans mon prologue. Ensuite, dans la première partie, je vais être plus explicite. C'est-à-dire que je vais montrer que les élites intellectuelles et politiques africaines sont manipulées par des officiers et des obédiences d'une de ces forces qui mène une guerre non déclarée. Qui n'a pas compris. Bon, ça c'est ma première partie. Ensuite, dans cette deuxième partie, dans cette première partie, il y a 3 sous-parties. Il y a une première sous-partie intitulée African Great Lodge of North America. Donc c'est la loge qui a demandé à ce qu'on élise Obama. La loge qui a dit c'est un bon. Mais s'il y avait que cette loge, ça ne suffirait pas aussi. Donc on a pris aussi des hommes qui ont l'argent pour financer sa campagne. Hein? Et donc c'est effectivement Warren Buffett et George Soros. Et on a pris ensuite des conseillers pour être sûr que le nègre ne va pas déraper. Oui, parce qu'il y a des garde-fous aussi. On ne va pas te laisser comme ça. Hein? Parce que c'est bizarre aussi.